peuvent être solidaires. La preuve, ils menacent de quitter la CPI en bloc, mais le voisin a ajouté comme s'ils y sont entrés en groupe. Le voisin leur oppose la souveraineté des États, tant le statut de Rome de 1998 est un traité. Et chaque État, là où le traite à sa façon. Cas pratique en 2003, le Soudan avait signé et est reparti la même année. En 2005, le Kenya fut le 98e pays à ratifier le texte. Ces pays, comme les autres, savent que quitter la CPI signifie en faire l'intention un an avant, sans que cela n'impacte sur les procédures en cours. Si les Africains quittent tous le bateau, le risque est de régénérer les bandits de grand chemin. Ce serait régner l'adhésion observée autour de la CPI, qui a vu 60 États signés en 4 ans seulement. A l'inverse, que l'Union africaine montre donc ses muscles. Idriss Déby, Robert Mugabe, Obiangema Bazogo et les autres ont la matière à travailler. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Suite FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Invité ce dimanche sur le plateau de Canal Presse, Marie-Com Tamoifo, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les spectateurs. Baby First, c'est désormais le slogan de cette émission. Je commence donc par vous. Vous êtes coordonnatrice régionale du réseau des jeunes leaders pour les forêts du bassin du Congo. Vous êtes aussi présidente de Jeunesse Verte du Cameroun, ex-porte-parole de la jeunesse africaine. Je m'arrête là pour ce qui est de vos titres. Un jeune homme a tenté de trancher le cou à un suivi en général cette semaine dans un lycée d'une et une fillette de 3 ans disparue a été retrouvée, le cou tranché à Douala. Au-delà de la violence et de la psychose, c'est quand même une semaine de la jeunesse où les jeunes sont très mal. Comment est-ce qu'il faut protéger nos jeunes, nos enfants? Oui, nos enfants, comment il faut les protéger. Mais déjà, je voudrais dire que par rapport à la situation de cette jeune fille, de ces cas de disparition, on peut dire que ça fait mal en tant que mère déjà, en tant que femme camerounaise, en tant que société aussi, parce qu'on se dit que quelque part, cette violence, elle donne un peu une image décadente un peu de notre pays. Ça donne un peu l'impression qu'on se retrouve dans un pays sans foi ni loi, où la peur, la terreur, la tristesse de certaines familles va un peu déteindre sur cette fête de la jeunesse qui devrait en fait être une célébration des réussites, de l'excellence. Je pense que en tant que mère, on peut que se poser la question de savoir comment est-ce que nous serons protégés personnellement dans nos quartiers, dans nos villages. Et c'est une affaire de tout le monde, pas seulement du gouvernement et de l'État. Voilà. On est tous concernés en tant que citoyens. On est tous en train de chercher des solutions qui pourraient non seulement nous aider à trouver nous-mêmes la possibilité de vivre dans un Cameroun, on va dire meilleur, mais seulement sur cette question-là, je pense qu'on a peur et on espère que cette peur pourra être assouvie par des actions plus concrètes. Voilà. Merci à vous. Merci d'être venu. Juste à côté de vous, il y a Auguste Isomba. Bonjour. Bonjour madame. C'est la première fois sur le plateau de Canal Presse? Oui, c'est la première fois que j'ai l'honneur d'être invité à Canal Presse. Vous êtes le vice-président national de l'OJRDPC, l'organe spécialisé pour les jeunes sur le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Avec vous, on a constaté que parmi les décrets signés cette semaine, il y a celui fixant la dotation générale des communes dans le cadre de la décentralisation. C'est un coup d'accélérateur finalement pour un transfert des compétences qui devait s'achever l'année dernière. Peut-être que ça devait s'achever l'année dernière, mais on sait que la décentralisation est un processus évolutif. On part d'un point A pour atteindre un point B et converger vers un point C et ainsi de suite. Tant que nous n'avons pas encore atteint le point B, on ne peut pas sauter ce point-là pour arriver au point C. Et donc, je pense que les pouvoirs publics mettent progressivement en place ce processus pour que définitivement le Cameroun soit un État unitaire décentralisé tel qu'énoncé dans la Constitution de la République. Merci à vous d'être venu. Sismondi Barlé-Bichouka, bonjour. Bonjour Carole, merci de m'avoir invité sur votre plateau.
journaliste, porte-parole de la jeunesse camerounaise également. 2 livres sont en circulation en version PDF cette semaine au Cameroun. Des Camerounais le lisent un peu comme des voyeurs. Les bonnes feuilles ont fait néanmoins la une de la presse locale, celui de Nathalie Kwa qui prend, dirait-on, sa revanche sur Samuel Eto'o, mais aussi celui de Jean-Marie Atangana Mbara qui nous apprend que le président de la République est un gros bosseur. Vous avez lu ce dernier livre? Est-ce que vous avez retenu la même chose? Oui, pour ce qui concerne les 2 livres, je constate que les Camerounais aiment beaucoup là où on parle de sexe et autre chose. Ils ont beaucoup lu celui-là. Les dessous de l'État aussi, non? La marche de l'État. Non, ils ont plus lu l'autre. Celui de Nathalie quoi? Oui. Moi, je préfère beaucoup celui de Mbara. Je l'ai lu et relu. Oui. Et d'ailleurs, on a beaucoup piraté ce livre qui circule en PDF. Je l'ai lu et relu. Il nous renseigne sur l'homme qui est au Cameroun depuis 32 ans, 33 ans. Il nous renseigne beaucoup sur la personnalité politique interne de l'homme. Et 2 choses s'en dégagent. Contrairement à ce que nous pensions, on croyait qu'il jouait tous les jours au Songo et qu'il ne travaillait jamais. Le Barano dit qu'il y a travail matin, midi et soir. Bon, c'est une bonne chose. Deuxième chose, le livre nous renseigne sur la personnalité politique interne de Paul Biya. C'est quelqu'un qui adore le pouvoir. Il est ivre de pouvoir. Il adore ça. C'est-à-dire qu'il veut décider de tout. Il veut être le grand maître de tout. Est-ce que finalement, à vouloir décider de tout, on ne se perd pas un peu? C'est un peu la question que je me suis posée. Bref, c'est un livre qu'il faut lire. Ça nous renseigne sur comment on choisit nos ministres, comment est-ce qu'ils sont nommés, comment Paul Biya le fait depuis 33 ans. C'est un bon renseignement ça, et on cherchait à le savoir depuis. Finalement, Jean-Marie Atangana Mbara nous a dit, on croyait que Marafa nous avait tout dit, mais Atangana Mbara est allé plus loin. On sait comment le pétrole est géré, on sait comment l'argent est débloqué pour payer les voyages du président. Bref, ça nous a beaucoup renseigné, c'est une ouverture. Et ça, c'est aussi le regard de l'écrivain que vous êtes. Ouais. Thierry Vao, bonjour. Bonjour, Carole. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous nous venez du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Je pense que vous avez noté cette semaine qu'il y a des entreprises de BTP qui ont été sanctionnées pour avoir mal exécuté ou bien tout en moins parce qu'elles n'ont pas respecté leur cahier de charges en conduisant à terme ou non les chantiers du côté du ministère des Travaux publics. C'est une bonne chose, non, finalement? Je pense que c'est une bonne chose que l'État prenne déjà ses responsabilités. Parce que vous savez, si on veut atteindre l'émergence dont on parle tous les jours, ça passe d'abord par les BTP, qui est la cheville ouvrière même par laquelle passe le développement. Et si déjà l'État, généralement, quand il y a ces retards-là, parfois l'État a sa responsabilité et les entreprises ont leur responsabilité. Parfois, ils ne perçoivent pas les fonds à temps et on a accusé un retard. Mais quand parfois ils perçoivent les fonds et qu'ils ne font pas le travail parce qu'ils connaissent un tel, parce que ça dépend de comment ils ont eu le marché. Mais quand l'État se prononce et qu'il sanctionne, comme on a vu en semaine, ça signifie que l'État, de son côté, se dédouane d'une certaine responsabilité et frappe. Et on devrait donc appeler l'État tout entier dans l'ensemble des projets qu'ils ont l'habitude de mener, de prendre les responsabilités et de laisser passer le laxisme. D'accord, et le pays s'en portera mieux. Charles Atangana Mbara, je termine par vous. Oui, merci. Bonjour. Bonjour, madame. Ça va de soi, j'ai envie de dire. Vous êtes journaliste, directeur de l'Observatoire de médias du ministère de la Communication. Le Cameroun est inscrit sur la liste noire du département d'État américain. Il est deuxième derrière le Mali, donc sur la liste des pays les plus menacés par le terrorisme au monde. Est-ce que son deuxième rang, loin devant les pays d'Asie, du Proche-Orient et même de la France, ça ne vous indigne pas? Écoutez, je pense que d'abord permettez-moi de dire toutes mes amitiés au grand public qui va nous regarder, nous écouter pendant l'heure et demie de télévision qui va suivre et surtout de dire mes cordiales salutations à toute la jeunesse de notre cher et beau pays, le Grand Cameroun. Relativement naturellement, n'est-ce pas, à la célébration des 50 ans de la fête de la jeunesse dans notre pays. Maintenant, par rapport à cette question, à brûle pour point, ce qu'il faut dire et partager avec l'opinion publique nationale et internationale, c'est qu'il y a le texte et il y a le contexte. Je voudrais commencer mon analyse, ou si vous voulez, ma production de la pensée par rapport à ce classement du département d'État américain, parlant justement des pays à risque, destination pour ces populations, les populations américaines s'entend. Eh bien, je voudrais dire qu'il y a le contexte. Le contexte veut que dans la lutte contre les barbares déshumanisés constitués par Boko Haram, lutte menée par le chef des armées du Cameroun, le président Paul Biya et son peuple,
et naturellement avec au cœur les forces de défense nationale, les amis américains sont venus et ont répondu positivement et activement à l'appel du chef des armées du Cameroun, le président Paul Biya, qui a indiqué à ciel ouvert, et c'est une indication qui a pris date dans le concert des nations. Le terrorisme est une menace globale, et à menace globale, il fallait y apporter une riposte globale. Ceci expliquant cela, les Marines américains, 300 au moins du nombre, sont en terre camerounaise pour nous apporter le renseignement qu'aucun autre pays au monde ne peut nous en apporter utilement. Et voilà d'abord le contexte, et donc, évidemment, les Américains avec le syndrome, n'est-ce pas, du 11 septembre 2001, qui veut que chaque fois que l'Amérique est sur un théâtre d'opération militaire, eh bien, ces populations tout de suite là doivent être alertées. Et oui, maintenant, la foi en la République, l'image de notre pays, on peut en être pas offusqué mais étonné et dire aux amis américains que c'était un peu exagératif que de nous mettre au niveau africain, Madame Biémélan, devant le Burundi, devant la Somalie, etc. C'est un peu exagéré. Mais nous n'allons pas, je voudrais dire à nos compatriotes que nous n'allons pas nous fâcher, n'est-ce pas, de nos amis américains. Pour si peu, il y a un prisme, là ça c'est dans la deuxième lecture que je fais, le deuxième décryptage, vu des États-Unis. Vu des États-Unis, ça n'a pas spécialement une portée péjorative. On dit simplement qu'il s'agit d'un classement où il faut décourager peut-être les Américains à aller dans certaines zones. Ils auraient peut-être pu faire une restriction en précisant que sur le territoire camerounais, il y a peut-être l'extrême nord, théâtre des opérations face à Boko Haram. Et d'ailleurs, mais le reste du pays, le reste du pays n'a aucun problème. Donc nous sourions. Vous savez, dans le concert des nations, il y a des relations diplomatiques. Je puis vous dire, il n'y a aucun secret en cela, que la diplomatie camerounaise a su dire gentiment à la partie américaine qu'il y a, si vous voulez, comme de l'exagération, et que tout va très bien entre et le peuple américain, le peuple camerounais, et surtout les deux gouvernements et les deux chefs d'État. Voilà. Merci à vous. Avant que on continue, on va revenir dans le fond du débat avec la question sur la jeunesse. Tout à l'heure, je vous suggère de regarder ce qu'il fallait lire dans la presse cette semaine au Cameroun. C'est la revue de presse d'Arlé Desbondé. C'est l'histoire de 3 anciens ministres, animés par un destin présidentiel, ayant pour dénominateur commun celui d'avoir été secrétaire général de la présidence de la République et celui d'avoir été en séjour à Kondéki. Une mutation, Jean-Marie Atangamebara, Marafa Midouaya et Titu Sedjoua ne cachent plus leurs ambitions de succéder à Paul Biya après avoir purgé les peines de prison. Mais, s'interroge le journal, le peuple est-il prêt à leur faire confiance après leur condamnation pour enrichissement illicite? Maintenant, si l'intention de ces 3 ministres est figée sur 2018, il pourrait bien être lobé par les lobbies du RDPC qui manœuvrent pour une élection anticipée. C'est du moins ce que rapporte le quotidien Le Jour, s'appuyant sur l'invitation adressée au président de la République d'examiner cette possibilité. Information confirmée par le quotidien de l'économie en sa grande une. L'appel qui vient du Nord-Ouest se plaide pour une élection avant 2018. Un appel également relayé et publié par Hot News. Le Guardian Post parle d'hypocrisie d'une élite politique en manque de repères. Mutation s'intéresse à l'appel du Septentrion, l'initiative portée par Kawé Yege Djibril qui suscite la controverse dans cette partie du pays, en proie aux assauts répétés de Boko Haram. Une affaire qui semble bien cachée, une autre, celle du coach des Lions Indomptables. Le cas Alain Giresse particulièrement pressenti à la tête de la sélection nationale, alors que le technicien français est toujours sous contrat avec le Mali. La Fédération malienne de football justement soutient que l'ancienne vedette des Bleus n'a rien entrepris pour obtenir sa libération. Lui-même, interrogé par la télévision malienne, parle de rumeurs. Ce qui est loin d'être rumeur, c'est le retard alarmant accusé dans la réalisation d'infrastructures sportives à 8 mois de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. L'état des lieux des chantiers soulève de grandes inquiétudes et du coup s'interroge Cameroun Tribune. Qu'est-ce qui coince? Notre confrère qui était dans la suite d'une mission interministérielle descendue sur les sites de chantiers de Yaoundé, Limbe et Boya, avec ce constat inquiétant sur l'évolution des chantiers. Le Cameroun risque gros si l'on s'en tient à la une des signatures. Pour le journal de Pierre Lebon et Langateme, notre pays est victime de son impréparation chronique, empêtré dans une administration qui se nourrit d'improvisation et d'inconstance. On a réussi à couvrir la Coupe d'Afrique des Nations féminines d'un épais de nuages d'incertitude, alors qu'on s'approche du coup d'envoi de la compétition. Attention, les conséquences pourront être graves, renchérit notre confrère.
Cette CAN 2016 n'est pas du tout sucrée pour le ministre des Marchés publics. Abba Sadou, selon Mutation, vit des moments les plus difficiles de son magistère. Ce d'autant plus qu'en dehors des infrastructures sportives, les chantiers d'infrastructures routières sont aussi à la traîne. Rien ne bouge du côté de l'autoroute Yaoundé-Simalène selon le quotidien L'économie. Là-bas, on est à 60% de consommation de délai pour 30% d'exécution des travaux. Vexé par cet état de choses, le ministre d'État au public selon Cameroun Tribune vient de résilier les contrats et puis d'autres mesures conservatoires à l'encontre d'une vingtaine d'entreprises défaillantes. Ali Cameroun Tribune et ce dossier sur le cinquantenaire de la jeunesse, comment les jeunes voient-ils le monde dans lequel ils vivent aujourd'hui? C'est une série qui va se poursuivre jusqu'au 11 février, fête de la jeunesse. Une jeunesse à l'œuvre dans l'armée de l'air qui testait sa puissance à travers les exercices inédits de tirs de missiles à Tchabal, c'était près de Ngaoundéré. La Marine nationale à présent, Intégration rapporte que le patrouilleur de fabrication espagnole nouvellement acheté et commis dans la lutte contre la piraterie maritime vient d'être abîmé par un remorqueur dont les autorités compétentes ignorent tout. Et l'économie au menu avec le financier d'Afrique qui propose comme clé de la croissance la priorisation des projets infrastructurels, la mobilisation rationnelle des ressources de financement, la diversification et l'industrialisation de l'économie. Le Cameroun pense justement à l'industrialisation en quoi baromètre communautaire, allusion faite à la sortie du ministre de l'économie qui penche pour un passage du Cameroun de la catégorie des exportateurs de matières brutes sans valeur ajoutée à celle des transformateurs. Un appel intervenant au moment où l'État du Cameroun se prépare au choc de l'entrée en vigueur des accords de partenariat économique en août 2016. Sur la gestion des ressources naturelles, le Parlement accuse la primature de bloquer les réformes. Selon le quotidien de l'économie, le réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers en Afrique centrale souhaite une réforme des textes sur la gestion des ressources naturelles, mais le réseau se heurte à une résistance des services du Premier ministre. Le livre sort le 18 février prochain à Paris, mais fait déjà le buzz. Nathalie Kwa déballe dans Revanche Porn. Le livre choc de l'ex-maîtresse de Samuel Eto'o raconte l'histoire improbable d'une superstar et d'une jeune fille venue de nulle part. 6 ans et le récit d'une passion teintée de sexe, argent bling bling et des descentes aux enfers. Au commencement, il y avait le référendum du 11 février 1961. Le Cameroun y perd une partie de son territoire et c'est presque le deuil national. Et puis les forces politiques s'unissent et donnent naissance à un parti national unifié. C'était en 1966, avec des structures pour jeunes en son sein. Les deux dates sont combinées pour exalter la mobilisation de cette jeunesse afin qu'elle joue son rôle pour un Cameroun prospère. La fête des jeunes, le 11 février, est donc née. Nous sommes en 1966 et cela fait 50 ans. Je commence par vous, Auguste Essomba. Il y a donc, on va le dire, des élans politiques dans la naissance de cette fête, n'est-ce pas? On ne peut pas le nier. Naturellement, il y a des relents politiques. Si vous allez voir, les tout premiers partis politiques sont nés des mouvements de jeunesse au Cameroun. Alors nous avons évolué jusque-là, vous savez, avec la vigueur de la jeunesse, avec le dynamisme intellectuel de la jeunesse, avec toutes les énergies qui sont dégagées par la jeunesse. Il faut se dire que c'est logique que la jeunesse s'intéresse à ce qui contribue à son avenir. C'est pour ça que la naissance ou l'initiation de la fête nationale de la jeunesse peut avoir une inspiration politique avérée. Ça, personne ne peut le nier. Mais aujourd'hui, je crois que la dynamique est la même, elle persiste. Les jeunes, ils doivent s'intéresser à la gestion des affaires publiques, puisqu'il s'agit de leur avenir qui est en jeu. D'accord. Sismondi Barley Bichoka, à cette époque, on peut dire quand même que la quasi-totalité de la classe politique camerounaise était composée des jeunes, y compris le président. Y compris le président de la République, effectivement. Je croyais que vous alliez esquiver ça, mais vous l'avez dit, c'est bien. Paul Biya et tous ses camarades au pouvoir aujourd'hui étaient jeunes. Ils avaient tous moins de 30 ans quand ils sont revenus au pays.
On les a tous nommés, ministres, secrétaires généraux, je ne sais pas trop quoi. Mais aujourd'hui, curieusement, ils trouvent que nous, à 38 ans, on est trop jeunes pour être ministre. Non, mais c'est ça qui est un peu révoltant dans l'histoire. Vous comprenez, ils étaient tous jeunes, ils étaient compétents. Mais aujourd'hui, nous, on est jeunes, ils trouvent qu'on est plus compétents. C'est regrettable. J'espérais que lors du dernier remaniement, Paul Biya ferait entrer au gouvernement un ministre âgé de moins de 30 ans. Oui, parce que il y a des jeunes, la jeunesse peut. Cette jeunesse-là peut, moins de 30 ans, il peut être ministre, il peut impulser, parce que la jeunesse est un thermomètre. Peut-être, je ne sais pas, je dis bien peut-être, il n'aime pas les jeunes, parce qu'il a peur que, du fait que certains jeunes soient un peu maladroits, mais c'est quand on est aussi, on fait avec des gestes maladroits et on évolue avec. Quand la jeunesse est un thermomètre, vous ne pouvez pas vous passer de la jeunesse, vous ne pouvez pas construire, faire des choses pour des jeunes sans des jeunes. Si vous faites des choses pour les jeunes sans les jeunes, c'est contre les jeunes. Donc, je crois qu'il est urgent, au crépuscule du renouveau, d'intégrer les jeunes, pas des jeunes de 50 ans. Ils sont là, c'est bon. Nous voulons travailler avec eux consensuellement parce que la jeunesse a besoin de l'expérience des aînés. Il n'est pas question de créer la scissure entre les moins jeunes et les plus jeunes. Donc nous voulons faire avec, mais nous voulons être dans le cercle de décision. La jeunesse doit participer au processus de décision qui engage son avenir. On aura ça, tout le temps de développer ça oui. tout de suite. Thierry Varro, qui est jeune finalement et qui ne l'est pas? Vous savez, on regarde le jeune il y a deux façons. D'après la Charte africaine de la jeunesse, que le Cameroun a ratifiée, on est jeune. Le jeune est celui qui est entre 15 et 35 ans. D'accord. Ça, c'est la Charte africaine de la jeunesse. Et c'est ce qui est actuellement appliqué au Cameroun. Entre 15 et 35 ans, vous êtes jeune. C'est sur cette base-là même qu'on est membre du Conseil national de la jeunesse. Bon, si vous regardez la charte du côté des Nations Unies, je pense jusqu'à 25-27 ans, et c'est deux contextes différents, parce qu'au départ, on regardait 25-27 ans. Quand vous regardez, quand on parlait du 50e de la jeunesse à Bamenda, déjà il faut le rappeler que cette fête de la jeunesse c'était une fête, le 11 février, c'était par le Cameroun occidental. Ça se fêtait là-bas, la fête de la jeunesse. Et c'est en 1963, quand Foncha invite le président Amadou Ahidjo pour cette fête de la jeunesse qui se célébrait déjà là-bas, qu'en 1966, Ahidjo décide d'en faire une fête nationale. Et à ce moment, le jeune n'était pas à 30 ans, 35 ans, il était par rapport à ce qu'actuellement s'est appliqué aux Nations Unies. Mais à un certain moment, on s'est rendu compte que les réalités dans des pays développés et les réalités en Afrique, à 20 ans, 22 ans, le jeune, lui, il est où? Beaucoup sont encore à l'école. Or, à 26 ans, si on dit 26 ans, on dit qu'il n'est plus jeune. Beaucoup sont encore en train de sortir des grandes écoles. Mais alors, nous sommes d'accord qu'on arrive à 35 ans. Mais que dans cette tranche d'âge-là, qu'on se dise que de 25 ans à 35 ans, le jeune a déjà une certaine maturité et qui peut naturellement adhérer à beaucoup de postes de décision. D'accord. Charles Atanganamanda, vous adhérez à cette définition de la jeunesse? Oui, c'est une définition. C'est celle que vous appliquez puisque vous êtes aux affaires. C'est celle-là qui préside au choix ou bien au cantonnement de qui est jeune, qui ne l'est pas? Dans tous les cas, je suis simplement, chère Madame Yemelan, un humble serviteur de la République, un humble fonctionnaire et un militant du parti qui accompagne le président Paul Biya aux affaires à Yaoundé précisément. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est une définition qu'on voudrait aujourd'hui officielle, puisque nous avons ratifié justement cette convention internationale. Donc, on est jeune entre 15 et 35 ans dans notre pays, mais en même temps, qui sommes-nous? Mesdames, Messieurs, nous sommes des Africains. Nous avons nos traditions, nous avons nos us et coutumes, nous avons nos usages. Souvenez-vous du concept qui voulait qu'on soit jeune, de 7 à 77 ans. Ce concept n'est nullement rangé dans les placards de l'histoire de notre pays. Pour dire quoi? Le mental d'un peuple. La jeunesse, elle a dans plusieurs états. Il y a une jeunesse factuelle par rapport justement à l'instinct juvénile. Il y a une jeunesse qui est psychomorale par rapport justement à la dynamique d'un peuple. Et je crois, moi, si vous me permettez de passer un coup d'œil dans les éphémérides et du temps qui passe dans le rétroviseur des 50 dernières années, je fais un découpage en 3 temps. D'abord, cette jeunesse des années 60, dont, je vais dire, 60-66, c'est la jeunesse post-indépendance. C'est la jeunesse qui est dans, j'ai envie de dire, quelque chose de magique,
l'Afrique vit sous le rythme des indépendances. C'est autre chose qui arrive. Et évidemment, vous avez de jeunes intellectuels auxquels on ne demandait pas d'avoir forcément des doctorats. Ce n'était pas encore au bout du jour. Vous en aviez qui étaient à peine certifiés, qui avaient leur certificat d'études, qui s'appelait autre chose à l'époque, et bien qui étaient appelés à rentrer dans le champ politique, politico-administratif de notre pays. Et je suis toujours, moi je voulais leur rendre hommage, cette jeune génération qui a bâti le Cameroun indépendant. Et c'est pour ça que je dis, c'est donc le premier découpage. Ils étaient jeunes. Allons dans le deuxième découpage, justement, c'est le découpage de la jeunesse des années 70. Cette jeunesse, justement, qui fait donc face à la nécessité, justement, de bâtir le Cameroun. Et évidemment, là-dessus, vous avez donc, dans le bassin de la production administrative, de jeunes qui arrivent outre-Manche, outre-mer, etc., qui viennent, qui rentrent aux affaires. Et les enjeux pour eux, justement, c'est de prouver à l'Occident qui les a formés qu'ils avaient capacité utile de bâtir le Cameroun, leur cher et beau pays. Et ensuite, le troisième découpage, je le prends, justement, la genèse des années 80, 90, je mets dans un l'ajustement structurel. Alors, si vous voulez, la vaste genèse du renouveau national, la perestroïka camerounaise, et qui connaîtra ses problèmes à elle, puisqu'à peine le renouveau est lancé, mis sur les rails, avec la libéralisation des énergies. Parce que souvenez-vous, dans le premier découpage, et même le deuxième, c'est une jeunesse qui vit aussi sous une espèce d'autocratie. Je vais vous dire, on ne parlait pas, on ne disait pas n'importe quoi dans la rue, dans ce pays, il faut le dire. C'est l'origine du parti unique. Alors, c'était au-delà du parti unique, oui, il y avait une main de fer, parfois dans un gant de velours, mais enfin, la jeunesse qui commence, qui arrive dans les années 80-90, la jeunesse du renouveau, cette jeunesse qui fait face à des interpellations qui sont multisectorielles aussi. En même temps, il y a la libéralisation des énergies, il y a cette société de liberté qui est implantée sous l'impulsion du chef de l'État, le président Paul Biya, frais et moulu, arrivé aux affaires à Yaoundé en 82. Et puis il y a la crise économique qui pointe à l'horizon, 86, 87, 88, et l'accès aux grandes écoles qui est bloqué, etc. etc. Donc, on va dire globalement, d'entame d'émission, que la jeunesse camerounaise aujourd'hui a des raisons de dire que dans le rétroviseur de l'histoire, nous avons su garder le cap. Nous avons su nous passer la main génération après génération pour tenir notre pays debout. Et on pourra discuter sur les potentiels des uns et des autres. Ceux d'hier étaient plus intelligents. Je ne suis pas d'accord. On ne s'est pas tenu la main. Justement, on ne s'est pas tenu la main parce que la génération, les aînés ne nous ont pas tenu la main. Paul Biya a eu sa première nomination à 29 ans. 29 ans, vous comprenez? Moi, à 38 ans, il ne veut pas me nommer ministre. Il trouve que je suis encore très petit. Ce n'est pas normal. Il ne me tient pas la main. Il ne me tient pas la main. Il veut que je sois âgé de plus de 50 ans pour être nommé. C'est pas normal. D'accord, très bien. Je vais permettre à Marie Komtamafo de dire aussi quelque chose. Quand vous regardez la jeunesse camerounaise aujourd'hui, quels sont les qualificatifs qui vous viennent directement à l'esprit? Comment vous la qualifiez? C'est une jeunesse active, dynamique, qui s'ouvre au monde, qui découvre aussi ce monde-là, qui vit des intempéries, mais qui, par la force des choses, essaie de survivre dans un contexte qui est très difficile. Cette jeunesse-là qui, certes, peut dire qu'elle a hérité de quelque chose des aînés. On parle là de 1986, elle a hérité de quelque chose. Malheureusement, cet héritage n'est pas transmis. Cet héritage n'est pas transmis. Il y a une rupture totale actuellement entre la jeunesse actuelle et les aînés d'avant. Voilà. Et je pense que là-dessus, sur ce plan-là, il est très important aujourd'hui pour cette jeunesse-là qui voudrait ressembler, comme je l'ai dit, à cette génération d'avant. Il est très important aujourd'hui qu'un accompagnement soit fait. Il est très important aussi que la jeunesse qui, de par sa diversité, voudrait éclore, voudrait montrer son talent, toute son excellence et sa compétence, il est très important de lui donner une voix, une ouverture et des opportunités. Et c'est vrai, quand on regarde de 1986 à nos jours, on peut dire qu'il y a eu des efforts, des évolutions, d'implication de cette jeunesse-là. C'est vraiment pas assez. C'est pas assez. Pas seulement c'est pas assez, c'est des efforts qui sont considérables, mais qui doivent être véritablement regardés, évalués, pour que demain on puisse dire, ok, il y a une évolution, mais une évolution qui permet aux jeunes de participer au débat, de participer sur la table, comme Sismondi l'a dit, qui permet à cette jeunesse d'être promue
à la valeur des compétences qu'elle a aujourd'hui. C'est bien dans le compris. monde. Alors, la question de rupture se pose. Auguste Essomba, la rupture s'est passée. Qui a orchestré la rupture? Est-ce la génération d'avant ou alors c'est celle d'aujourd'hui qui n'a pas su perpétrer les éléments qui ont été conçus par la génération d'avant? Moi, je n'ai pas parlé de rupture. Ah, vous ne la voyez pas? Je n'ai pas parlé de rupture. Ce n'est pas que je ne la vois pas. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'ai pas parlé de rupture. Mais je dis, chaque jeunesse doit être conscient des enjeux de son temps. Parce que à l'époque, quand on parle des années 66, il fallait mettre en place une administration publique au Cameroun. Les cadres n'étaient pas très nombreux. Les gens suffisamment formés n'étaient pas assez nombreux dans notre pays. C'est pour ça qu'on avait une jeunesse, on appelait même notre jeunesse à venir occuper des responsabilités. La démographie ayant évolué, on ne peut pas, les réalités ne sont pas les mêmes d'une génération à une autre. Quelles sont nos réalités à nous, en fait, cette génération de 2016? La réalité, c'est quoi? Les réalités aujourd'hui, c'est que le contexte mondial n'est pas du tout les plus enthousiastes économiquement. Deuxième chose, la démographie ayant augmenté, il faut arrêter de penser que c'est l'administration qui va absorber, comme par le passé, la masse critique de la jeunesse que nous avons dans notre pays. C'est pour ça que les initiatives privées, les initiatives personnelles des jeunes sont toujours à encourager. Et là, je peux comprendre un peu nos amis du plateau, M. Bichoka, avec tout ce qu'il dit. Et quelque part, il peut avoir raison, mais je dis, les jeunes doivent eux-mêmes initier, comme le chef de l'État a dit, oser. Il appartient au pouvoir public d'aménager des plateformes pour que cette jeunesse-là puisse s'épanouir résolument. Allons-y justement. Les jeunes n'ont-ils pas osé, Sismondi Barlébi? Carole, oui, avant de répondre à la question, les jeunes doivent oser, mais il revient au gouvernement d'élaborer un environnement où un jeune ose. Moi, j'ai dans le rassemblement de la jeunesse camerounaise des jeunes qui osent. Un jeune réussit à ouvrir un pressing. La loi prévoit qu'il est exonéré d'impôts pour un certain temps, mais 2 jours après, la mairie lui dit paye au TVP, paye ceci, paye cela, paye, et 3 mois plus tard, il a fermé son pressing. Un autre dit qu'il veut vendre le cochon brisé que vous mangez tous là-bas au terminus de Minboman. Le soir venu, les agents du FIS sont là. Oh, tu nous donnes. Nous présentions des concours. Je voulais à un moment donné être médecin. L'année où j'entre à l'école, à la grande école de journalisme de Yaoundé, j'avais présenté le concours aussi de l'école de médecine. Donc, messieurs et dames, chacun cherche sa voie dans la vie, dans ce contexte de modernité. Je vous en prie. Je vais vous donner la parole l'un après l'autre. Je commence par Sismondi Bichoka. Il parle des emplois organisés dans le cadre des concours, mais on est en train de parler là d'une prise en charge des jeunes par eux-mêmes, puisque la fonction publique, elle est déjà quand même saturée, n'est-ce pas? Oui. Carole Yemelon, le gouvernement de la République fait des efforts qui ne sont pas valorisés. Ces efforts ne sont pas valorisés. Sur le plan de la communication, vous l'avez dit. Concret, vous comprenez. Je vous donne 2 exemples très brièvement. Prenons le Piazzi. Je suis allé au Piazzi voir le coordonnateur. Je lui ai dit, je suis président du Rassemblement de la jeunesse camerounaise. Vous dites que vous avez trouvé, chaque année, vous dites que vous avez trouvé 2000, 3000 emplois aux jeunes. Moi, pour que ce soit concret, chaque année, je souhaite et je veux que vous publiez la localisation des projets, les noms des propriétaires et leurs contacts pour que la presse puisse vérifier que vous avez vraiment donné de l'argent ou coordonné ces projets. Il m'a dit que c'est top secret. Top secret, une chose qui est financée par notre argent, il a refusé et jusqu'aujourd'hui, le Piazzi ne publie pas ces choses. Vous, Madame Yemelon, vous ne pouvez donc pas vérifier que le coordonnateur du Piazzi a donné 1 million à Bidjoka ou à Tanamanda. Il te dit seulement que c'est comme ça. Si tu ne veux pas, tu rentres chez toi. Deuxième exemple. Communication, comment communique-t-on? Monsieur Somba, je vous disais tout à l'heure, si vous continuez à aller à Ebolova, allez-y 1000 fois, les jeunes ne seront pas informés. Or, en ouvrant son Facebook sur son forum ou bien sur une... Combien ouvre le Facebook? Ils y vont. Je vais signer. Monsieur Somba, on a dit les uns après les autres. Je ne vous coupe plus moi non plus. On a dit les uns après les autres. Écoutez-moi très bien. Quand j'écris sur mon Facebook, Marie Tamorfo est allée aujourd'hui à Bamenda sensibiliser les jeunes sur les questions d'environnement. Ils sont 5000 à réagir, à être au courant. 5000
qui sont mes amis, et excluez ceux des forums, du Rassemblement de la jeunesse, etc., ils sont plus au courant que du fait que j'ai annoncé ça en 2 phrases. Parce que vous êtes un influenceur, oui, c'est normal. Donc, c'est parce qu'ils sont plus branchés sur les nouvelles technologies, exploiter ce qu'on vous donne, et c'est gratis, c'est-à-dire vous ne payez rien C'est du terminé tout. là-dessus. Ils ont reçu la même question, et Voilà. je vais terminer avec Marie-Tha Mafon. D'accord. Ce que je vais déjà dire, c'est qu'on a parlé, il y a une analyse faite par l'INS de 2007 à 2014 qui dit que le taux du secteur informel, parce que pour la formalisation du secteur informel, est passé de 90% à 88%. C'est-à-dire qu'il y a eu 2%. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons encore 77% des jeunes qui sont dans le secteur informel. Bien vrai que depuis 2011, chaque année, on a plus de 250 000 emplois qui sont créés. Déclarés créés. Ça, c'est important. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant, pour formaliser davantage le secteur informel, parce qu'il y a des mesures qui sont prises pour le secteur formel. Quand vous voyez dans la dernière loi des finances, le chef de l'État qui demande que les entreprises qui emploient les jeunes de moins de 35 ans sont exonérées de l'IRPP. Par exemple. Ça, c'est une mesure qui est incitative. Mais ça, c'est pour le secteur formel. Maintenant, quand tu prends le secteur informel, maintenant, de l'autre côté, qui constitue, en partie, les jeunes sont des agriculteurs ici. Maintenant, dans le processus de communication, le chef de l'État a parlé dans son discours à la jeunesse en 2011 de ce qu'il a appelé de l'économie numérique. De l'économie numérique. Ouais. Et aujourd'hui, on continue à multiplier des programmes qui sont en général dans l'agriculture et dans l'industrie. Or, en 2011, il a parlé de l'économie numérique où on devait ramener en réalité tous ces programmes à l'intérieur. Pourquoi? Le véritable avantage qui découle immédiatement, c'est la communication. Et c'est pourquoi je disais, avec le ministère de la Jeunesse, aujourd'hui, on travaille depuis 3 mois sur une plateforme numérique qui pourrait permettre déjà d'aller vers tous les programmes qui existent, tous les opportunités. Les centraliser, les mettre à la disposition des jeunes via le numérique. Justement, les jeunes via le numérique, quel que soit l'endroit où ils sont. C'est noté. Et utiliser les centres multifonctionnels, parce que les centres multifonctionnels qui sont censés être à la base, il faut les renforcer peut-être et redéfinir les missions de ces centres multifonctionnels qui permettra facilement de communiquer davantage pour des jeunes qui n'ont pas accès à Internet. D'accord. Marie-Tha Mafon, on termine cette question. Ça veut dire qu'il y a des opportunités, mais les jeunes ne les connaissent pas. Il y a des opportunités. On n'a pas dit qu'ils tous ne les connaissent pas. C'est pour ce qu'on a dit. On a parlé de la communication qui est défaillante, mais pas seulement celle-là. Il y a aussi une responsabilité. Je ne dis pas que tous les jeunes ont toutes les qualités possibles dans ce domaine-là, je ne veux pas le dire, mais je veux dire que la responsabilité première gouvernementale, c'est celle de mettre à la disposition des jeunes les éléments, tous les éléments, et de tout faire pour qu'à chaque minute, un jeune soit informé des actions qui sont entreprises pour lui, des opportunités qui sont mises sur la table pour lui. Donc c'est une responsabilité première de l'État de le faire. La deuxième, c'est celle de dire, en ce qui concerne l'auto-emploi et la possibilité pour chaque jeune aujourd'hui camerounais d'oser. Nous l'avons fait, nous avons osé, nous avons en 2005, on a dit au niveau du Cameroun qu'il fallait, après les émeutes de 2008, qu'il fallait justement un Conseil national de la jeunesse. On a mis cet outil parce qu'on pensait que c'était un relais, un lien entre l'administration, le gouvernement et le secteur privé. Un lien pour déboucher sur des opportunités qui permettraient d'asseoir un dialogue concret. Ce dialogue-là, il est là. La table du Conseil national est mise sur table. Malheureusement, jusqu'à présent, ce dialogue ne s'organise pas, ne se discute pas parallèlement aux opportunités qui sont là. Et je pense que là aussi, c'est une faille qui consiste à diminuer le nombre d'opportunités pour les jeunes d'asseoir, d'être même informés de ces opportunités des projets structurants du gouvernement. La troisième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est l'action du secteur informel. Il en a touché tout à l'heure un des éléments. Le secteur informel aujourd'hui représente le socle de réussite ou du calme de la jeunesse camerounaise. Si les jeunes sont calmes au Cameroun aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont développé dans le secteur informel un ensemble d'éléments qui leur permettent aujourd'hui de se débrouiller, de se positionner sur un ensemble de métiers qui ne sont pas encore organisés, qui ne sont pas encore accompagnés. Et je crois que c'est le gros lot du problème sur lequel il faudrait travailler. Et j'ai parlé tout à l'heure de la question de métiers et de travaux durable pour la jeunesse camerounaise. Mais nous faisons notre part en tant qu'association, et je peux vous dire que l'un des éléments importants, et quand on parle sur cette table, ça me fait penser justement au blocus qui a été mis
contre des associations comme la nôtre, l'association Jeunesse Verte du Cameroun, dont j'ai été la présidente, et qui a été mise à l'écart parce qu'elle a essayé à un moment donné de proposer des idées d'innovation au niveau du Cameroun. C'est bien noté. Alors, et donc ça, c'est un problème. On va évoluer parce que je vais prendre 2 réactions qui nous viennent de la page Facebook, sachant que vous pouvez réagir sur la page de Canal Presse officielle. Il y a Thierry Smart qui écrit « Le problème de l'emploi des jeunes dans tous les secteurs du développement, c'est ça le problème du Cameroun, mais la réforme du système éducatif camerounais pour l'adapter aux défis du XXIe siècle est aussi un problème majeur. » El Kaiser écrit que puisque tout le monde ne peut pas sortir du gouvernement, nous voulons des aides de financement pour les projets individuels et la création d'entreprises, de start-up, comme cela se fait à l'étranger. Paulino dit encore, le problème des jeunes, c'est le chômage. Il n'y a pas la méritocratie lors des concours administratifs. Il faut avoir un tuyau, la godasse, la côte et être parrainé par un membre du gouvernement pour réussir. Sinon, rien. Même si tu as 18 de moyenne. Il faut également noter que le problème structurel peut être résolu par un problème politique. C'est pour ça que je vais vous permettre de réagir sur les sujets d'actualité politique avant que vous me disiez un mot sur... vous vouliez rassurer les téléspectateurs de ce que la méritocratie, elle est valable au Cameroun. Je pense que, Madame Emelon, vous avez l'art de vouloir faire dire à vos panélistes, c'est précisément qu'ils ne veulent pas dire et ce qu'ils n'entendent pas dire. Moi, j'accède au regard de mes jeunes compatriotes sur un certain nombre de choses. Je voulais dire que, personnellement, oui, ce serait très grave parce que le chef de l'État, le président de la République, contrairement à ce qu'indiquait mon jeune compatriote et jeune frère, Mondi Bichoka, le chef de l'État est très proche de la jeunesse de son pays. Si vous écoutez, moi, comme je vous disais, je suis comme vous, votre aîné, mais de la jeunesse de Paul Biya. Quand il arrive aux affaires, j'ai à peine... Vous pouvez calculer mon âge. Allez-y directement dans ce que vous voulez dire. Pour dire que le président de la République a bâti son projet de société avec au cœur l'homme et la justice sociale. Et quand vous voyez de manière récurrente la douleur qui est la sienne, précisément de se rendre compte que cette justice sociale a du mal à être implémentée dans tous les aspects de la vie de la nation. Donc, des problèmes de concours administratifs, oui, il y a eu beaucoup de situations, mais en même temps, l'erreur ne peut pas créer le droit. S'il y a eu des dysfonctionnements en endroit, je pense personnellement qu'aujourd'hui, les efforts sur le plan global, depuis le sommet de l'État, le gouvernement de la République sous la houlette du chef du gouvernement, eh bien l'information est de permettre aux jeunes Camerounais, d'où qu'ils viennent, d'avoir accès à une école comme l'ENAM, d'aller partout. Donc on va évoluer là-dedans. Moi, je voudrais dire à ces jeunes-là d'éviter la paresse, d'éviter des schèmes et des clichés sociaux. Il y en a même, j'en ai entendu dire qu'il faut devenir directeur, il faut dans une secte. Ce n'est pas vrai. On peut travailler, faire preuve de compétence et de pugnacité et d'être... Stéphane qui demande, M. Ataramanda, c'est pas poli de parler quand je parle. Les jeunes ne demandent pas grand-chose, dit Ulrich Stéphane. Juste qu'on les mette dans les conditions de rêver et de pouvoir les réaliser. Pas besoin de créer le simulacre, dis-tu, du Conseil national de la jeunesse pour évoluer. Il y a Steve Ngale qui écrit « La jeunesse camerounaise n'a pas de problème puisqu'on paye le taxi à 400 $ l'heure et on a des chauffeurs. » Et terminons avec Lionel Brice qui dit « Au Cameroun, le problème, c'est le cumul des postes. » Je me suis toujours posé la question de savoir si on organise, par exemple, plusieurs grands concours au même moment, il y aura encore, dit-il, la corruption. Dire que l'État ne fait rien pour la jeunesse, c'est trop dire. Si tu n'arrives pas à réussir à un examen, en prends-toi toi-même et non à l'État du Cameroun. Je vais vous permettre, messieurs, puisqu'on tire à la fin de ce thème, d'évoluer dans la position des jeunes par rapport au sujet des sujets d'actualité. C'est ce qu'on dit, Bichoka. Je commence par vous. La grande question aujourd'hui, c'est l'appel à la candidature du président de la République. Cette semaine encore, c'est les élites du Nord-Ouest qui ont lancé l'appel d'examiner la possibilité d'une présidentielle anticipée. Pour lui, l'agenda présidentiel de 2018 serait full. Réaction de jeunes. Je tiens à dire que le Rassemblement de la jeunesse camerounaise a exprimé sa position cette semaine. On a donné un point de presse, on vous a d'ailleurs fait tenir le communiqué final. Et je voudrais qu'on n'induise pas les jeunes en erreur dans ce débat-là. Si les militants du RDPC veulent appeler leur président à se représenter, libre à eux, ça ne nous intéresse pas le débat interne au RDPC. Vraiment, ils sont libres et la loi leur permet, c'est une association privée. En quoi ça nous intéresse de savoir que les gars du RDPC veulent choisir Ataramanda? Ça ne m'intéresse pas, c'est leur problème. Deuxième chose, si le débat c'est est-ce que le peuple camerounais veut encore Paul Biya comme président, la loi a déjà tranché.
il est libre de se présenter ou pas. Maintenant, nous les jeunes qui votons, on va dire dans les urnes, Lopez s'il va à la retraite, ou bien on va lui dire continue. Donc ce sont les urnes qui vont parler. La loi a déjà tranché. Paul Biya a le droit de se présenter autant de fois qu'il veut à l'élection présidentielle. Mais maintenant, il revient à lui d'accepter les appels de ses partisans, de ses camarades de parti. Il peut leur dire à la fin, ben, écoutez, vous exagérez, je suis fatigué. Ben, il peut aussi leur dire, de toutes nos provinces, des appels me demandent de me représenter, je veux continuer. Et on va continuer. Donc voilà vraiment pour les on va avancer là-dessus. Ouais. Marie, comme je viens à vous par une réaction de téléspectateurs, Michel Frédizé qui écrit que les jeunes prennent leurs responsabilités en s'inscrivant massivement sur les listes électorales. Ceci pour pouvoir prendre la décision ultime lors des prochaines élections. Allons-y et inscrivons-nous massivement car le choix nous appartient. Finalement, c'est peut-être le discours qu'il faut tenir. C'est clair, c'est clair. Je pense qu'il a tout dit dans son mot. C'est ce que vous dites dans vos associations. C'est ce que nous disons, c'est notre rôle, c'est d'inviter justement à un choix individuel qui doit se faire par les urnes. Et c'est une invite aux jeunes de participer au débat politique et évidemment de choisir la personne qu'ils veulent voir. Et surtout de ne pas rester dans cet attentisme où à la fin on aura ne serait-ce que des larmes pour pleurer parce qu'on n'aura pas fait le bon choix. Donc je pense qu'on doit prendre des dispositions pour faire ce choix et accompagner notre décision jusqu'à la fin. Thierry Barraud, cette semaine, le MRC est descendu sur le terrain pour lancer une campagne nationale pour la signature d'une pétition adressée à tous les Camerounais sans considération d'identité de chapelle politique et prix de paix et de justice, demandant des élections libres, transparentes, l'objectif étant de montrer que la révision du code électoral se préoccupe. Ce sont des questions qui vous parlent aussi à vous, la jeunesse? Naturellement, parce que dans ces différents partis politiques, il y a la jeunesse. Le MRC comme le RDPC, ce sont des partis politiques. Et vous savez, le conseil à politique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du conseil, nous avons les jeunes du MRC qui naturellement participent à ces événements-là et expriment leur volonté. Vous avez les jeunes du RDPC qui font les appels à candidature. Et dans ce jeu politique, parce que j'appelle tout ce qu'ils font un jeu politique, s'il faut aboutir à une révision du code électoral ou de la Constitution, que ça se fait justement dans les règles de la Constitution. Et tout ce que, au niveau du Conseil, dans le devoir de citoyenneté, qu'on demande à tout jeune, c'est d'aller s'inscrire pour pouvoir faire valoir son devoir de citoyenneté le moment venu. D'accord. Auguste Essomba, d'autres chapelles politiques ont appelé à dire non à une élection présidentielle anticipée cette semaine, notamment à l'UPC. Ils disent que le président ne doit pas se représenter. Le Maïdem dit lui avoir adressé une lettre, comme quoi il ne doit pas céder au chantage de ses militants et tout ce qui l'entoure. Et l'exhorte à être candidat. Vous allez dire que c'est de leur droit? Je respecte les opinions de tout un chacun. Le frère a dit tout à l'heure, M. Bidjoka a dit tout à l'heure que tout le monde est libre d'exprimer ses opinions. Et les militants du RDPC, d'ailleurs les citoyens camerounais dans leur ensemble sont libres d'exprimer leurs opinions. Et maintenant, lors d'une élection, le suffrage universel, le pouvoir appartient au peuple. Quelqu'un a dit qu'il faut s'inscrire massivement sur les listes électorales. Vous avez une arme entre vos mains. Les citoyens ont des armes entre leurs mains. L'arme du suffrage universel. Pour sanctionner le pouvoir. Pour sanctionner, pour orienter. Je n'aime pas trop parler sanction. Pour orienter l'avenir dans une direction comme dans une autre. Il faut respecter les opinions des uns et des autres. Les partis politiques d'opposition sont libres de dire ce qu'ils pensent. Également, le RDPC est libre de dire ce qu'il pense. Le RDPC dit aujourd'hui que son président doit se représenter. Pourquoi est-ce que ça devrait faire débat? D'accord, c'est compris. Monsieur Atanyamanda, vous ne réagirez pas sur cette question. Je reviens à vous. Non, donc, la dernière partie de cette question. C'était pour vous railler. J'imagine que vous ne pouviez pas ne pas passer là-dessus. Un mot, je vous en prie. Je comprends, Madame Imelon, qu'après m'avoir coupé tout à l'heure, vous avez estimé que c'est moi qui étais impoli. Alors que c'est vous qui avez été impoli. Vous savez par cœur à quel point je suis élégant, galant et poli envers les dames. Et moi, je voudrais prendre la parole très sérieusement, après ce petit tour de chauffe de blague, pour dire que d'abord, je rends hommage aux jeunes
compatriotes qui sont sur ce plateau, M. Pichoka, Madame, qui est représentante d'une grande structure associative au niveau justement de la société civile. Je pense que notre pays a besoin de ce référent à renvoyer au niveau du champ de l'espace public national. Vous voyez, parce qu'il y a trop de clichés. Ce que moi je voudrais dire, c'est que globalement, sur cette histoire, nous sommes dans une démocratie. Et Paul Biya, le président national du parti auquel j'appartiens, est finalement, comme je l'ai toujours pensé, une star de Hollywood sur le plan politique. Vous voyez les coups de publicité. Moi, je parle maintenant, Madame Yemelon, en spécialiste en communication politique. Le Manidem en profite pour faire bon commerce. L'UPC fait parler enfin de lui après des petits soucis sur le plan de plusieurs têtes, etc. Donc, je vais dire ceci sérieusement. Mais pour terminer, cela ne pourra jamais ébranler le RDPC. Pour l'instant, le sommet, la hiérarchie du parti ne s'est pas encore mêlé de ce qui se passe. Le comité central suit attentivement et calmement. Les militants expriment déjà leur ferveur, leur attachement affectif envers le président national. Eh bien, comment ça se fera? Moi, je vais envoyer un signal à tous ceux qui se lèvent pour venir se mêler des problèmes du RDPC. Je vais leur dire, messieurs et dames, des autres partis, UPC, Manidem, etc. Vous avez aimé le début, vous allez adorer la suite. Comment ça fera? Ça se fera quand le comité central, l'appareil administratif, les responsables du parti vont donc prendre ces appels en main et les formaliser. Quand la déferlante du parti, le seul qui est représenté sur toute l'étendue de la République du Cameroun, va demander au président national de continuer à sécuriser les vies des Camerounais, de continuer avec la même pugnacité comme chef des armées, et bien de se repentir en 2018. Madame Yemelon, c'est ça qu'il faut dire. Le RDPC va continuer sereinement dans un grand pays qui est une grande démocratie. Merci, c'est compris. Alors, je vais vous permettre en 30 secondes chacun, mais vraiment 30 secondes chrono, de nous dire, le président de la République va s'exprimer le 10 février prochain, il va s'adresser à la jeunesse. Thierry Varro, je commence par vous. Vos attentes? Puis, dans les attentes du chef de l'État, il va s'exprimer le 10 février 2016, donc demain. Ce que la jeunesse attend, premièrement, c'est que le chef de l'État se rapproche davantage de la jeunesse, que ce soit développer une relation père et fils. Déjà, il est assez proche, mais on se dit qu'il se rapproche davantage, que ce soit pas une relation institutionnelle, mais que ce soit maintenant une relation parentale. Voilà la première chose que nous attendons de ce discours du chef de l'État. Et naturellement, nous voulons aussi qu'il impulse davantage, qu'il met en place les organes qu'on est en train de réfléchir actuellement pour la veille sur ces opportunités, pour ces communications, pour ces stratégies, c'est-à-dire comment arrimer notre système éducatif aux opportunités que nous apportent les grands chantiers de l'émergence. Mais là, énoncé l'économie numérique et tout le reste. Merci. Sismondi Barley Bichoka, vous attendez quoi? Une seule chose, que le président de la République dise aux propriétaires du Piazzi et du Pageru de publier la liste des projets, les localisations, les numéros de téléphone de ceux qui en bénéficient pour que l'action gouvernementale soit palpable, qu'on puisse savoir qu'ils ont effectivement donné l'argent et non manger ça avec les petites sexy en mini-jupe et leur au bord de leur voiture. Qui vous a sûrement montré cela. Donc qu'ils publient les listes-là. Pourquoi vous voulez seulement me couper chaque fois? Merci. Qu'ils publient cette liste-là et que nous, journalistes, puissions vérifier qu'effectivement, ils donnent cet argent aux jeunes pour financer leurs projets. D'accord. Voilà. Marie Comtamafo. Je dirais au chef de l'État qu'il puisse positionner le secteur informel comme un des éléments stratégiques des politiques publiques. Ensuite, deuxièmement, on a parlé en entame de notre débat de la question de la sécurité, pas seulement des frontières, mais surtout des personnes dans les quartiers, dans les villages. Je pense qu'il y a un accent particulier à mettre là-dessus, au regard de ce qui s'est passé en termes de disparition des enfants qui sont malheureusement arrachés à la vie et décapités. Je pense qu'il faut absolument une action du chef de l'État sur cette question. Et peut-être troisièmement, il faudrait une promotion véritable de la jeunesse camerounaise à la hauteur justement de l'émergence qu'on voudrait voir. Merci à vous. Auguste Somba, en 30 secondes aussi. Oui, moi j'attends du chef de l'État qu'il rassure davantage la jeunesse qui traverse de grandes zones d'incertitude dans notre pays. Le chef de l'État doit en tout temps rassurer la jeunesse et c'est ce que nous attendons dans son discours du 10 février. Oui, dans la suite logique de ces 5 dernières années, je voudrais pouvoir attendre du président de la République précisément qu'il donne d'autres indicateurs et des signaux forts à cette jeunesse-là et à ceux qui sont chargés de résoudre ces problèmes. Et je m'adresse aussi aux jeunes compatriotes pour leur dire que le message de la vérité aujourd'hui est un message conquérant,
un message de pugnacité, de tonalité pour avoir sa place au soleil. Qu'on ne se laisse pas berner par des vendeurs d'illusions qui pensent que nous devons rester chez nos parents. Méfiez-vous des chants trompeurs des oiseaux de mauvaise augure. Voilà, il faut qu'ils s'en méfient. La vérité aujourd'hui, c'est que le Cameroun tient en main les leviers de son avenir et nous sommes tous, chacun pris à son endroit, des éléments indissociables à ce pays. Le Cameroun nous appartient à nous tous. Merci. Alors, reparlons de la lutte contre Boko Haram. Le temps de cette halte, le collectif uni pour le Cameroun, ce sont des jeunes. Ce collectif était donc sur le terrain ce week-end dans des lieux de plaisir de Yaoundé pour sensibiliser les Camerounais à redoubler de vigilance. Ils ont sillonné les bars, les snacks et boîtes de nuit pour distribuer des tracts sensibilisateurs. C'est le reportage de la semaine que signent Arnaud Guéfac et André Marindia. Sous des lumières d'une nuit à Yaoundé, comme des soldats au front, le collectif uni pour le Cameroun en action. Opération sécurité absolue dans les lieux de plaisir. L'arme de guerre, c'est la sensibilisation. Des tracts et causeries transformées en munitions fatales contre l'ennemi, le code c'est 1500. Parce que beaucoup de nos clients étaient tous informés qu'il faut faire le 1500. En cas de faux geste d'un client aussi qui est comme nous, qui peut venir s'introduire, s'infiltrer parmi nous et faire un mouvement qui n'est pas vivable. Aujourd'hui, nous comprenons qu'avec ce numéro, à tout moment, nous pouvons être en sécurité. Action, bar sur bar, snack après snack, consommateur après consommateur. Des journalistes membres du collectif dans un lobbying sauveur, le volcan de solidarité et de patriotisme camerounais des premières heures de terrorisme semble tomber en phase de rémission. Il faut le faire rejaillir. Remobiliser les citoyens parce que la menace terroriste, elle est plus que jamais présente. Le bilan depuis le début de l'année parle de lui-même et on a observé comme un relâchement de la mobilisation citoyenne. Donc question de rappeler aux uns et aux autres que l'ennemi ne dort pas. Mission d'une nuit, mission de vie. À chaque intrusion dans ce monde d'alcool roi, le souci, c'est de faire résonner l'alarme au vu de la vulnérabilité accrue dans cette jungle fortement peuplée. Cette fois-ci, nous avons ciblé les établissements de loisirs parce que l'actualité récente nous indique que ce sont des cibles potentielles. Il était question de rappeler aux gens qu'on peut faire la fête, mais il est bon de faire la fête en restant vigilant. Finalement, bien accueilli, un nécessaire au présent. À notre niveau, nous apprécions beaucoup cette initiative du collectif Uni pour le Cameroun, qui est une initiative de prévention et tout. Ouais, voilà. Bon, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir sorti ce numéro parce qu'il y a vraiment danger dehors. Action complémentaire à ce qui est déjà à saluer comme dispositif sécuritaire à ces lieux. Vous verrez qu'il y a quand même des agents de sécurité qui ont été postés à l'entrée de la barrière, l'entrée principale du casino. La seconde entrée, nous avons des agents de sécurité et qui sont munis pour le moment des objets de sécurité de base que nous savons, ça veut dire les détecteurs de métaux. Oui. Suite d'un processus engagé par le collectif Uni pour le Cameroun depuis belle lurette. Il y a eu la grande marche, il y a eu cette campagne de sensibilisation qui nous a amenés jusqu'à Baboussam, Bafia, Makenene, Yaoundé, où on a rappelé aux gens qu'il était absolument nécessaire de se mobiliser, de rester vigilants. Vigilance, oui, même si l'ambition alcool, agogo et tabac à tous les coups nous tient. Et on reparlera de cette initiative sur Canal Presse puisqu'elle s'achève à la fin de ce mois de février. C'était la semaine dernière à Addis Abeba, à la fin des travaux du 26e sommet de l'Union africaine. Le président Uhuru Kenyatta a proposé à l'Union africaine le retrait des pays africains de la Cour pénale internationale. La résolution en faveur de ce retrait a été adoptée. Sismondi Bichouka, vous comprenez l'exigence des chefs d'État africains? Je suis même très fier. J'en suis vraiment fier. Quoi qu'ait fait un chef d'État africain, vous savez, ils sont combien de juges à la CPI? Je crois 18. Regardez bien la photo des juges. 18 blancs avec 2 noirs qui jugent un président africain. C'est-à-dire, quoi qu'ait fait un président africain, c'est une humiliation pour moi de voir que des blancs
s'occupe de le juger. Non, ça ne pourrait pas continuer comme ça, Carole. On doit mettre même au plus vite un terme à cela parce que c'est tout le peuple africain qui est humilié. On ne peut pas faire ça. D'ailleurs, le principal challenger de Laurent Gbagbo qu'il a envoyé à la CPI a regretté. Il a dit jamais plus un Ivoirien ne mettra les pieds à la CPI. C'est une honte, franchement. Alors, Auguste Somba, les chefs d'État veulent ainsi réaffirmer le principe de l'immunité des chefs d'État applicable à l'échelle, on va dire, mondiale. C'est-à-dire, cela va aussi pour les Africains, n'est-ce pas? Non, je ne prendrai pas le problème sous le même angle. Je voudrais réagir par rapport à la situation du président Gbagbo. Peut-être il n'est pas très décent que les chefs d'État africains aillent se faire juger dans des pays occidentaux. Il faut donc que les Africains eux-mêmes prennent leurs responsabilités parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et qui est très regrettable, c'est que lorsqu'un chef d'État sent le pouvoir s'éloigner de lui, qu'il épargne des vies. Et c'est ce que moi j'ai reproché au président Gbagbo. Et que Gbagbo n'a tué personne. Il n'a jamais tué personne. C'est M. Ouattara qui a pris la rébellion contre ce gouvernement. Lorsqu'on sent que M. Ouattara se rebelle, monsieur le rebelle, c'est M. Ouattara. Je vais vous prendre notre exemple. C'est un pacifiste. Je vais vous prendre notre exemple. C'est très loin d'être ce que vous dites. Je vais vous prendre notre exemple. L'exemple de Blaise Compaoré. Il a senti que le pouvoir, lui, s'éloignait de lui. Il s'est retiré. Gbagbo sentait que le pouvoir s'éloignait de lui. Il l'a connu. Il a gagné l'élection. La boucherie, c'est monsieur Ouattara. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Là, franchement, il n'a rien gagné du tout. Alors, monsieur, on ne s'entend plus. Ce n'est pas à lui d'épargner les vies, c'est monsieur Ouattara qui a pris les armes. S'il vous plaît, calmez-vous, calmez-vous. Alors, Thierry Bao, est-ce qu'il y a quand même une épée de Damoclès sur la tête des chefs d'État africains lorsqu'on sait que la Cour pénale internationale peut, à un moment ou à un autre, vous poursuivre si vous avez commis des exactions dans l'exercice de vos fonctions? Est-ce que c'est l'épée de Damoclès, finalement, cette CPI sur la tête des chefs d'État africains pour les dissuader de commettre des crimes, finalement, dans l'exercice de leur mandat? Non, je ne dirais pas ça parce que c'est encore une forme de colonialisme, permettez-moi. Parce que les grandes puissances, comme les États-Unis, n'ont pas ratifié la Charte de Rome pour la CPI. Ils ne sont pas la CPI. Voilà. Les États-Unis, qui est le pays de la justice, ils ne sont pas la CPI. Quand vous prenez la Grande-Bretagne, ils ne sont pas la CPI. Maintenant, qui est à la CPI? Quels sont les pays qu'on juge à la CPI? C'est l'Afrique. Ouais. Est-ce que c'est l'Asie? Est-ce que c'est d'autres continents? L'Amérique. On a jugé Laurent Gbagbo maintenant en cours. Oui. Mais on a quand même jugé aussi Slobodan Milosevic. Où je vais aboutir, où je vais chuter, c'est dire que à un moment donné, il faudrait, je ne suis pas expert en relations internationales, mais de mon point de vue, à un moment donné, il faudrait que les Africains arrêtent de dire on va partir, on va partir. S'il est clair qu'on part, qu'on s'en aille. L'Afrique du Sud l'a dit clairement, l'Angola l'a suivi, le Zimbabwe l'a fait avant. Donc, qu'on quitte, et chaque État, qu'il quitte simplement. D'accord, merci. Marie-Com, est-ce que cette résolution peut prospérer à votre avis? Elle pourrait prospérer si les chefs d'État tiennent déjà leur parole, parce que c'est une décision qui émane d'eux. Donc j'espère qu'ils vont tenir leur parole jusqu'à la fin et qu'ils vont aboutir justement à cette décision de retrait. Comme on le dit, de toutes les façons, la CPI, c'est une juridiction internationale, mais je pense qu'aussi en Afrique, nous avons aussi des juridictions africaines, des cours de justice et des institutions qui sont même au sein de l'Union africaine qui pourraient jouer ce rôle-là, peut-être pour éviter toutes ces questions d'impartialité qui sont dénoncées aujourd'hui. D'accord. Charles Tangamanda, les Africains sont convaincus que la CPI cible principalement les dirigeants africains. Vous avez le même sentiment? C'est un sentiment unanimement partagé. Vous savez, je suis africain, je suis un citoyen camerounais, un citoyen africain. Peut-être aussi c'est sur le continent africain qu'il y a beaucoup d'affres, non? Oui, des crimes. Je pense que, Mme Imelon, vous avez raison, mais il faudrait, à l'intention des autres citoyens du monde qui nous écoutent, il faudrait éviter le piège qui constituerait à lier justement le problème du retrait des chefs d'État africains ou de l'Afrique, de la CPI au jugement de Gbagbo. Rien à voir. Revoyez l'histoire. La mémoire de l'histoire nous rappelle que ça fait pas moins de 5, 6, 7 ans que l'Afrique s'interroge. Parce que
si vous voulez, le postulat fondateur de la justice, c'est l'équité, c'est la neutralité, c'est la justice et même la justesse des actes rendus. Et on se rend bien compte quand même que les feux nourris et les tirs croisés de la CPI, ou si vous voulez, le méga écran géant de la CPI aurait été branché davantage sur l'Afrique. Dès que j'ai dit cela, moi je pense que pour la superbe de notre continent, il faudrait peut-être éviter un certain suivisme. Je suis des citoyens du monde, de l'Afrique, qui ont critiqué justement nos chefs d'État relativement au changement de nom de l'Organisation de l'Unité africaine. Pourquoi? Parce que le concert des nations européennes s'appelle UEA, Union européenne, eh bien nous aussi on est devenus Union africaine. Donc il faut faire attention parce que nous-mêmes nous prenons à notre propre piège. Résultat aujourd'hui, je pense qu'il faut faire fort. Il faut faire mieux que se retirer de la CPI. Je pense qu'il faut une grande réflexion au sein de la grande confédération des chefs d'État africains et des peuples, comme moi je préfère l'appeler. Eh bien il faut mettre sur pied justement une cour pénale internationale à l'échelle africaine, une cour pénale au niveau du continent, qui vienne être puissante avec une cour africaine de justice, on l'appellera comme on voudra, mais globalement, Madame Yemelon, je réponds en disant qu'il ne suffit pas seulement de vouloir veiller sur la superbe de l'Afrique, sur notre image, mais il faudrait que nous soyons nous-mêmes conséquents des actes que nous posons. D'accord. Si je peux en une minute, pour terminer sur cette cour pénale de justice, justement, elle existe, mais combien d'États l'ont ratifiée? Nous avons 8 uniquement. Et dernièrement... il faudrait déjà que les États oui, on a le Mali, par exemple, qui l'a ratifié. Et la dernière fois que l'honorable président du Parlement africain, le Camerounais qui était ici dernièrement, justement, il a dit, si c'est un État qui ratifie tous les 2 ans, on va avancer à quelle vitesse? Oui, mais je suis d'accord, mais ce que j'ai dit, c'est qu'il faut créer autre chose. Justement, à partir de ce coup de sang d'Addis Abeba, avec le président, évoluer dans ce contexte et créer justement quelque chose qui soit à l'aune de la CPI, à l'échelle africaine. Peut-être pas renforcer, faire tabula rasa, revenir sur autre chose, avec la même, j'ai envie de dire, percussion que nous avons suivie à l'issue des travaux d'Addis Abeba. C'est de cela qu'il est question. Il ne suffit pas de dire que nous claquons la porte, mais nous claquons la porte pour faire quoi? Pour qu'on nous dise, on va ensuite accuser les chefs d'État africains d'être des despotes, d'être ceci, cela, etc. Pour terminer sur cette question, l'efficacité d'un tribunal des pairs, on va le dire comme ça vaut quoi quand on sait que les chefs d'État entre eux déjà s'épient presque sur le continent? Oui, les chefs d'État s'épient presque sur le continent. Je voudrais dire que les Africains doivent se prendre au sérieux. L'impunité s'accommode mal de la démocratie, de la liberté. Lorsque quelqu'un est fautif, il faut qu'il passe devant une juridiction. Quelle que soit la juridiction. Et qu'en Afrique, nous devons apprendre à régler nous-mêmes nos propres problèmes. Ouais. Ça ne sert à rien qu'en 2016, on aille encore débattre, comme en 1884, des questions africaines en Occident. Surtout, donc, franchement, la CPI est devenue l'instrument occidental pour réprimer les chefs d'État indociles. C'est-à-dire, Sarkozy est allé chasser Barbeau pour le punir et en faire la CPI. Il appelle ses amis. Obama, il dit, écoutez, bon voilà, il y a ce nègre qui me dérange, soutenez-moi pour qu'on le traduise devant la cour. Là, les autres seront plus exemplaires. Et ça passe comme ça. Il faut que je clôture. Il faut que ça s'arrête. Très vite, pas tous. Je commence par vous, Charles Tangalamanda. Ah bon? Oui, bien sûr. Je vais terminer par vous tout à l'heure dans les présentations. Je commence par vous. Bon, alors, je vous suggère de prendre d'abord cette image de la semaine avec la complicité de Dominique Bina qui assure la réalisation aujourd'hui. Lui, c'était donc l'un des ministres les plus connus du gouvernement camerounais, lui Bapès, qui est donc mort cette semaine. La presse dit qu'il croyait pouvoir bénéficier d'un meilleur suivi médical. Il était interné depuis quelque temps à l'hôpital, dans un hôpital de Yaoundé. Il a rendu l'âme dans ce début de week-end. Lui, Bapès ne pouvait pas se rendre au tribunal criminel spécial où il a été appelé pour comparaître libre dans une affaire de détournement présumé de 550 millions de francs CFA dans l'organisation d'examen et concours au titre de l'exercice 2005-2009. Pour vous, vous retenez quoi de l'homme? En un mot, puisqu'on est à 1 minute de la fin. Thierry Bao, je commence par vous. Bon, ce que je retiens de Mbappé, c'est que c'était un ministre qui a conduit, qui a servi le pays, qui a conduit l'enseignement secondaire comme il le pouvait,
et n'étant pas dans les méandres de gestion du ministère de l'enseignement secondaire et qu'il est interpellé aujourd'hui par la justice, nous devons simplement observer et laisser la justice faire son rendu. Alors, messieurs, on va avec notre mot de fin et je reviens à vous, Charlatan Amanda. J'insiste. Je commence par vous. On sort de cette émission, peut-être on va revenir, vous choisirez, soit votre mot de fin, ce sera sur la jeunesse, alors sur ce sujet, sur la Cour pénale internationale. Le mot de fin, c'est quoi à retenir? Oui, mais je pense qu'il faut un mot de fin sur la jeunesse. Bien sûr, oui. Vous savez, dans une autre vie, je suis d'abord de formation journalistique, pour ainsi dire. On appelle cela la loi du mort kilométrique. Entre parler de la CPI et parler de la jeunesse de mon pays, le choix est vite fait. Quand vous dites ça, vous allez consommer votre... Ce que je voudrais dire simplement, c'est que sous les carillons du 50e anniversaire de la fête de la jeunesse et de mon pays, je voudrais simplement souhaiter à cette jeunesse-là de croire encore à l'avenir et d'avoir un rêve. Vous savez, une jeunesse qui ne rêve pas est une jeunesse qui compromet par cela et en cela l'avenir de son pays et son avenir propre. Donc, personnellement, je suis de ceux qui sont nés sous le signe de l'optimisme. J'ai dit aux jeunes de mon pays, il faut avoir foi en l'avenir du Cameroun et cultiver chacun l'idéal républicain. Merci. Thierry Vao. D'accord, mon mot de fin, c'est qu'il faudrait que la jeunesse participe davantage au processus de prise de décision. Par exemple, au niveau des mairies, comme on l'a fait pour l'agence féminine, qu'au niveau des députations, qu'il y ait un quota qui est réservé à la jeunesse d'une tranche d'âge. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est, j'annonce à la jeunesse les académies de l'émergence, qui est un programme que le Conseil a signé avec le MINEPAD, et qui justement qui va viser à former davantage les jeunes dans les programmes qui existent et comment orienter les projets d'association dans le cadre des priorités de l'émergence. Et on le lance au mois de mars, les académies de l'émergence. C'est attendu. Sismondi. Mon dernier mot portera sur la protection des jeunes contre les sectes au Cameroun. Il y a un ministre qui a lancé le grand rassemblement franc-maçon au Cameroun depuis le 1er et ça s'achève aujourd'hui. Et il est ministre des enseignements secondaires. Ce n'est pas une référence. Monsieur Bibé ne doit pas être ministre des enseignements secondaires et être coordinateur du rassemblement des grands francs-maçons. C'est pour dire aux jeunes que si vous voulez réussir, soyez franc-maçon. Moi, j'ai dit, je suis contre ça, je dénonce cela. On ne doit pas montrer aux jeunes qu'on doit adhérer à une secte pour réussir. Heureusement que vous n'êtes pas dans les secrets de la décision présidentielle surtout. Ouais. Auguste Essomba. Merci. Je voudrais dire que la jeunesse de notre pays a certainement le droit de demander plus au gouvernement. Mais ce que moi, à mon tour, je demande à la jeunesse, c'est que nous puissions d'abord exploiter à l'optimum ce qui est fait par le gouvernement et que nous puissions nous préparer de manière positive à prendre la relève. Et surtout, il ne faut jamais se décourager et avoir toujours l'audace d'espérer. Ouais. Et on va terminer avec cette pensée. La différence entre le politicien et l'homme d'État est la suivante. Le premier pense à la prochaine élection, le second pense à la prochaine génération. Ne m'oublie pas. C'est une pensée de James Freeman Clark. Lady Anne aussi. Ok, thank you. Ok, juste pour dire que... Ça, c'est la oui, juste pour clôturer aussi, pour donner un mot un peu de clôture. Je crois que nous avons été très ravis de participer à cette émission et je voudrais souhaiter encore une bonne fête de la jeunesse. Mais bien évidemment, nous profitons de cette occasion pour montrer à la jeunesse camerounaise que nous pouvons oser. Nous avons le 9 février prochain notre association Jeunesse Verte du Cameroun qui va organiser toute une activité pour montrer comment est-ce qu'au niveau de l'énergie solaire, à travers un programme de formation de 60 jeunes, nous avons pu insérer quelques jeunes Camerounais et nous espérons que vous serez des nôtres. Merci à vous, madame et messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Une pensée pour tous ceux qui sont malades et qui nous regardent de leur lit. Vous serez sûrement sur pied la semaine prochaine et ce sera avec le même plaisir que nous vous retrouverons devant vos écrans. Stop et fin donc cette semaine pour Canal Presse. À la semaine prochaine. Au revoir.